Abonnez-vous à Confessions interdites. Et maintenant, entrons dans l'histoire. Je m'appelle Sophie Thomas et j'avais 34 ans quand ma sœur m'a regardé dans les yeux et m'a dit de trouver un autre endroit pour mourir. 3 jours après les funérailles de nos parents, alors que j'utilisais encore une canne suite à l'accident de voiture qui a failli me tuer 2 ans plus tôt, Valérie s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la seule maison qu'il me restait et a prononcé ces mots sans verser une seule larme. Elle avait apporté des cartons de déménagement. Elle avait amené son mari, et elle avait apporté une cruauté que je ne lui connaissais pas. Nos parents venaient tout juste d'être enterrés. Les fleurs sur leur tombe n'étaient même pas encore fanées. Et ma sœur, mon propre sang, me jetait hors de la maison où j'avais passé les 2 dernières années à récupérer, à guérir et à prendre soin des personnes même qu'elle visitait à peine. Elle pensait que je n'avais rien. Elle pensait que j'étais inutile. Elle se trompait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans le cabinet de l'avocat 3 jours plus tard, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre pourquoi ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quel couteau, je dois vous ramener au jour où tout a changé. 2 ans avant la mort de mes parents, j'étais architecte paysagiste avec mon propre petit cabinet à Bordeaux. Je concevais des jardins pour des clients fortunés, restaurais des domaines historiques et venais de décrocher un contrat avec la Société botanique de la ville. La vie était belle. La vie avait un sens. Puis un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me souviens seulement de m'être réveillé dans une chambre d'hôpital avec des tiges métalliques dans la colonne vertébrale et des médecins m'expliquant que je ne marcherais peut-être plus jamais. L'opération a duré 11 heures. La récupération prendrait des années. Mon appartement avait des escaliers que je ne pouvais pas monter. Mon bureau avait des projets que je ne pouvais pas gérer. Mes économies avaient des limites que les factures médicales ne respectaient pas. Alors, quand mes parents ont offert leur chambre d'amis au rez-de-chaussée, j'ai dit oui. Je suis retourné dans la maison où j'ai grandi, dans la chambre qui avait encore mes trophées d'athlétisme du lycée sur l'étagère. Pendant 18 mois, j'ai utilisé un fauteuil roulant. J'ai appris à naviguer entre les cadres de porte, le carrelage de la salle de bain et l'humiliation particulière d'avoir besoin d'aide pour des choses que je faisais seul depuis l'enfance. Ma mère me faisait la lecture les mauvais jours. Mon père a construit une rampe pour le porche arrière afin que je puisse m'asseoir dans le jardin. Valérie appelait une fois par mois, parfois moins. Elle ne demandait jamais comment se passait ma physiothérapie. Elle ne demandait jamais comment je m'en sortais. Les rares fois où elle appelait, si je répondais au téléphone, sa réponse était toujours la même, « Oh, tu es toujours là. Passe-moi maman. » Toujours là? Comme si j'étais une tâche qui ne voulait pas partir au lavage. Ce que Valérie ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander, c'est que 4 mois avant la mort de nos parents, j'avais recommencé à marcher. D'abord avec un déambulateur, puis avec une canne. Je guérissais. Je devenais plus forte. Mais pour elle, je serais toujours l'inutile. Le Noël avant la mort de mes parents, Valérie est rentrée à la maison avec sa famille parfaite à sa suite. Damien portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que mes factures médicales mensuelles. Leurs 2 enfants, Emma et Jules, couraient dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Valérie dirigeait tout le monde comme un régisseur, réarrangeant les meubles, critiquant la disposition de table de ma mère, nous rappelant à tous comment les choses devraient être faites. J'ai passé 3 jours à préparer les plats préférés de ses enfants. Un gratin de coquillettes maison pour Jules, des pancakes aux pépites de chocolat pour Emma. Je l'ai fait debout au comptoir avec ma canne appuyée contre la cuisinière, le dos hurlant de douleur après 20 minutes parce que je voulais contribuer. Je voulais être utile. Le matin de Noël, tout le monde s'est réuni dans le salon pour la photo de famille annuelle. Mon père a installé le trépied. Ma mère a ajusté les décorations sur le sapin. Les enfants se battaient pour savoir qui serait devant. Valérie m'a regardé et a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Sophie, peut-être que tu devrais passer ton tour pour celle-ci. Nous voulons une belle photo pour la carte de Noël. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a fixé l'appareil photo comme s'il n'avait rien entendu. C'est juste. Valérie a haussé les épaules. Le fauteuil roulant ne correspond pas vraiment à l'esthétique, tu sais. Je n'étais même plus dans le fauteuil roulant. J'étais debout avec une canne, mais je n'ai pas discuté. J'avais appris que discuter avec Valérie ne faisait que lui donner des munitions.
Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête et je suis allé dans la cuisine. Par la fenêtre, j'ai regardé ma famille poser sans moi. J'ai entendu le déclencheur cliquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne savais pas alors que mon père avait tout observé, et je ne savais pas ce qu'il a fait le lendemain matin même. Mes parents sont morts un mardi de mars. Ils volaient vers Nice pour le mariage d'un vieil ami de fac. Un charter privé, 6 passagers, un ciel dégagé. L'avion s'est écrasé quelque part au-dessus de l'Auvergne. Ils ont dit que c'était une panne mécanique. Ils ont dit que c'était rapide. J'étais dans le jardin quand l'appel est arrivé, en train de tailler les roses que ma mère avait plantées il y a 15 ans. Le téléphone a sonné et 30 secondes plus tard, mon monde entier s'est effondré. Valérie a pris l'avion pour les funérailles. Elle s'est occupée de tout. Les arrangements, les fleurs, la liste des invités. J'étais trop engourdi pour la contredire. Je me suis assise au premier rang lors du service et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas la moitié des gens présents. Les amis de Valérie, les contacts de Valérie, des gens qui n'avaient jamais rencontré mes parents mais voulaient être vus en train de présenter leur respect. 3 jours après les avoir enterrés, Valérie a demandé à me parler en privé. Elle m'a trouvé dans le salon, entouré de cartes de condoléances que je n'arrivais pas à ouvrir. Elle ne s'est pas assise. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, Damien planant derrière elle comme une ombre. J'ai parlé avec l'avocat, a-t-elle dit. Tout me revient, la maison, les comptes, tout. J'ai levé les yeux. Quel avocat? L'avocat. Elle a agité la main avec dédain. L'avocat spécialisé en succession de maman et papa. Il l'a confirmé. T'a-t-il donné des documents? Une copie du testament? L'œil de Valérie a tressailli très légèrement. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Tu as 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Valérie avait dit l'avocat. Pas un nom, pas un cabinet, juste l'avocat. Mes parents utilisaient Maître Henri Weber depuis plus de 20 ans. Si Valérie lui avait vraiment parlé, elle aurait dit son nom. Elle bluffait. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le bureau de mes parents et j'ai fait l'inventaire de ma vie. Pas de travail. J'avais fermé mon cabinet il y a 18 mois quand les factures médicales ont rendu impossible de garder les lumières allumées. Pas d'économie. Le peu que j'avais été parti dans les tickets modérateurs, les spécialistes et le défilé sans fin d'ordonnances qui empêchaient ma colonne vertébrale de se bloquer. Pas de revenus. Les paiements d'invalidité couvraient à peine l'essentiel. Et maintenant, apparemment, plus de maisons. J'ai regardé autour de la pièce. Le bureau de mon père usé par 40 ans d'utilisation. Le fauteuil de lecture de ma mère. Le tissu décoloré là où elle reposait toujours sa tête. La fenêtre qui donnait sur le jardin que nous avions construit ensemble. Elle plantait. Je concevais. Nous rêvions toutes les deux de ce qu'il pourrait devenir. Cette maison n'était pas juste 4 murs et un toit. C'est là que j'ai fait mes premiers pas. Où j'ai appris à faire du vélo dans l'allée. Où ma mère m'a appris à cuisiner et mon père m'a appris à argumenter. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque coin contenait un morceau de mes parents. Si je partais maintenant, je ne perdrais pas juste une maison. Je les perdrais tous les deux à nouveau. Et pire, je donnerais raison à Valérie. J'accepterais que j'étais inutile, que je ne méritais pas d'être ici, que je ne valais rien. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne le ferais pas. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Un indice prouvant que Valérie avait tort. Dans le tiroir du bas du bureau de mon père, sous de vieilles déclarations d'impôts et des photographies délavées, j'ai trouvé une carte de visite. Henri Weber, avocat en succession. Je l'ai retournée. Au dos, de l'écriture soignée de mon père, figuraient 6 mots. Appelle-le. Il sait tout. Mon père n'écrivait jamais de notes. Jamais. Alors pourquoi celle-ci? 3 jours plus tard, Valérie est revenue. J'étais dans le salon en train de m'entraîner à marcher sans la canne. Le physiothérapeute avait dit que j'étais prête à essayer. Je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose par moi-même. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. Valérie est entrée en portant des cartons, Damien la suivant avec d'autres. Elle les a laissés tomber à mes pieds, le bruit sourd résonnant dans la pièce. Fais tes valises, a-t-elle dit. Tu as jusqu'à vendredi. Valérie,
j'ai besoin de plus de temps. Je suis encore. Encore quoi? Encore en train de faire semblant d'être malade. J'ai eu un accident de voiture. Tu le sais. Il y a 2 ans. Elle a donné un coup de pied dans l'un des cartons vers moi. Tu as assez tiré sur la corde. Damien s'est agité, mal à l'aise. Chérie, peut-être qu'on devrait rester en dehors de ça. Damien. Derrière moi, j'ai entendu Rose, l'infirmière qui s'était occupée de mes parents dans leurs derniers mois, entrer depuis la cuisine. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. À côté d'elle se tenait Maggie, notre voisine depuis 40 ans, qui était venue déposer un plat. Elles ont toutes les deux entendu ce qui a suivi. Valérie s'est rapprochée, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de cher et de piquant. Elle m'a regardé comme on regarde des ordures qu'il faut sortir. Trouve un autre endroit pour mourir, a-t-elle dit. Tu es inutile maintenant. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Rose a émis un petit son. La main de Maggie est allée à sa poitrine. Valérie ne les a même pas regardées. Pour elle, elles étaient invisibles, sans importance. Mais j'ai vu Rose faire quelque chose d'étrange. Elle a sorti un petit carnet de sa poche et a noté quelque chose. Rapide, discret, comme si elle notait les signes vitaux d'un patient. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Plus tard, je comprendrai. Maggie a été la première à bouger. Elle s'est avancée, son corps de 70 ans soudainement rigide d'une colère que seules des décennies d'amitié peuvent produire. Elle connaissait ma mère depuis avant ma naissance. Elle m'avait tenu bébé. Elle avait vu les 2 filles Thomas grandir, et elle avait clairement choisi son camp. Valérie Hélène Thomas. La voix de Maggie aurait pu couper du verre. Ta mère se retournerait dans sa tombe si elle t'entendait en ce moment. Valérie s'est tournée lentement, son visage affichant une confusion polie. Je vous demande pardon? Qui vous a invité dans cette conversation? Je connais cette famille depuis 40 ans, plus longtemps que tu es en vie, jeune fille. C'est une affaire de famille. J'étais de la famille avant que tu apprennes à marcher. Maggie s'est déplacée pour se tenir à côté de moi, sa main trouvant mon bras. Éléonore aimait ses 2 filles, mais elle n'était pas aveugle, Valérie. Aucun de nous ne l'était. Quelque chose a vacillé sur le visage de Valérie. De l'incertitude peut-être, ou juste de l'agacement d'être défié. Damien s'est avancé, cherchant le coude de sa femme. Val, viens. On peut en discuter plus tard. Ne me touche pas. Elle s'est dégagée, sa voix montant. Ma mère m'a laissé responsable. Pas elle. Pas une voisine qui pense avoir le droit de. Ta mère ne t'a laissé responsable de rien. Les mots de Maggie étaient calmes. Définitif. Pas encore. La pièce est devenue immobile. La mâchoire de Valérie s'est serrée. Elle m'a regardé, puis Maggie, puis Rose, qui se tenait toujours dans l'encadrement de la cuisine avec son carnet. Bien. Valérie a attrapé le bras de Damien et l'a tiré vers la porte. Vendredi, Sophie. Je veux que tu sois partie d'ici vendredi. La porte a claqué derrière eux. Maggie a serré mon bras. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas fini. J'aurais aimé pouvoir la croire. Le lendemain matin, Damien est revenu seul. Je l'ai trouvé debout sur le porche, les mains dans les poches, ressemblant à un homme qui avait perdu une dispute avec son propre reflet. Quand j'ai ouvert la porte, il a tressailli. Valérie ne sait pas que je suis là, a-t-il dit rapidement. On peut parler? Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, lui au bord du fauteuil de ma mère, moi sur le canapé avec ma canne appuyée contre la coudoir. Il ne voulait pas croiser mon regard. Écoute, a-t-il commencé, à propos d'hier. Valérie est sous beaucoup de pression. Pression de jeter sa sœur handicapée hors de la maison de ses parents morts. Il a grimacé. Ce n'est pas personnel, Sophie. Nous avons vraiment besoin de l'argent. Je suis devenu très immobile. Besoin. La maison seule vaut. Il s'est arrêté, s'est repris. Je veux dire, la succession devrait être réglée rapidement pour le bien de tous. Damien. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce qui se passe? Il est resté silencieux un long moment. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, on a des ennuis. Les investissements que j'ai faits l'année dernière, ils n'ont rien donné.
On doit beaucoup, plus que ce qu'on peut couvrir. Combien? Il a regardé le plafond, le sol, n'importe où sauf moi. 370 000, à peu près. Le chiffre planait entre nous comme de la fumée. La banque menace de prendre notre maison, a-t-il continué. L'école des enfants pose des questions sur les frais de scolarité du semestre prochain. Valérie essaie de tout maintenir ensemble, mais... Damien. La voix de Valérie, tranchante comme une lame, est venue de l'entrée. Nous avons tous les deux sursauté. Je n'avais pas entendu sa voiture arriver. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a attrapé son bras, ses articulations blanches. On y va, maintenant. Damien a articulé quelque chose en silence vers moi alors qu'elle le traînait dehors. Ça aurait pu être désolé. Ça aurait pu être à l'aide. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être en ce moment. Pourquoi ne t'es-tu pas défendue, Sophie? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je me suis posé la même question. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, la meilleure réponse n'est pas une réponse du tout. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où quelqu'un vous a sous-estimé, écrivez « je sais » dans les commentaires. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé au bureau de l'avocat 3 jours plus tard, continuez à regarder. Maintenant, retour à l'histoire. Ce soir-là, j'ai retrouvé la carte de visite. Henri Weber, avocat en succession. L'écriture au dos semblait briller sous la lampe de bureau. Appelle-le. Il sait tout. J'ai composé le numéro avant de pouvoir me dissuader. Le téléphone a sonné 2 fois, puis une voix grave et mesurée a répondu. Cabinet d'avocat Weber. Maître Weber, c'est Sophie Thomas. La fille de Robert et Éléonore. Une pause, puis plus chaleureux. Mademoiselle Thomas, j'attendais votre appel. Quelque chose dans son ton m'a fait serrer le téléphone plus fort. Vraiment? Votre père m'a dit que vous me contacteriez. Il était assez confiant à ce sujet, en fait. Des papiers ont bruissé en arrière-plan. Je comprends que votre sœur a fait des déclarations concernant la succession. Elle dit que tout lui revient. Elle dit que vous l'avez confirmé. Un rire sec. Je n'ai pas parlé à Valérie depuis la fête d'anniversaire de vos parents il y a 3 ans. Elle n'a certainement pas contacté mon bureau. Le soulagement qui m'a envahi était presque vertigineux. Donc, elle ment. Je ne me permettrai pas de qualifier les déclarations de votre sœur. Ce que je peux vous dire, c'est que vos parents ont été très précis quant à leurs souhaits. Il a fait une pause. Très précis, mademoiselle Thomas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que j'aimerais que vous veniez à mon bureau avant la lecture officielle. Il y a des aspects du testament qui nécessitent un contexte. Une autre pause, plus longue cette fois. Des choses que personne d'autre ne sait, pas même votre sœur. J'ai noté l'heure du rendez-vous avec des mains tremblantes. Mademoiselle Thomas. Sa voix s'est adoucie. Votre père a changé son testament il y a 6 mois, juste après Noël. Il m'a dit qu'il voyait enfin les choses clairement. La photo de Noël, celle sur laquelle je n'étais pas, il avait tout regardé après tout. Le jour précédant la lecture officielle du testament, Rose est venue me dire au revoir. Elle se tenait sur le porche avec un gilet serré autour des épaules, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Pendant 8 mois, elle avait été un élément fixe dans cette maison, prenant les constantes de mes parents, gérant leurs médicaments, veillant avec ma mère pendant les longues nuits où la douleur l'empêchait de dormir. Maintenant son travail était terminé, et elle passait à une autre famille, un autre patient, une autre fin. Je voulais te donner quelque chose, a-t-elle dit. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un carnet relié en cuir, usé sur les bords. Je l'ai reconnu immédiatement. L'écriture de ma mère couvrait la page visible, sa cursive en boucle, la façon dont elle appuyait toujours trop fort avec le stylo. Ta mère m'a demandé de garder ça en sécurité. Rose a pressé le carnet dans mes mains. Elle a dit que tu en aurais besoin un jour. Elle a dit que tu saurais quand. J'ai tracé les initiales de ma mère sur la couverture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ses pensées, ses journées, ses observations. Rose a hésité. Les dernières pages parlent de toi et de ta sœur. Je ne les ai pas lues. Ce n'était pas ma place. Mais je pense qu'elle voulait que tu comprennes quelque chose. Comprendre quoi? Rose a jeté un coup d'œil vers la rue comme pour vérifier que nous étions seuls. Il y a autre chose avec Maître Weber.
Ta mère a enregistré un message il y a quelques mois, une vidéo. Elle a croisé mon regard. Elle a été très claire sur le moment où elle devrait être diffusée. Ma gorge s'est serrée. Rose, pourquoi me dis-tu ça? Elle a tendu la main et a serré la mienne. Ta mère savait, Sophie. Elle savait ce que Valérie ferait, et elle s'est préparée. Rose a reculé vers sa voiture. Tes parents vous aimaient toutes les deux, mais ils n'étaient pas aveugles. Le carnet semblait lourd dans mes mains, comme une promesse, comme un avertissement. Valérie a organisé la réception commémorative comme elle organisait tout, de manière coûteuse et sans consulter personne. Le restaurant était italien, haut de gamme, le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et des serveurs qui se présentent par leur nom. Elle avait loué la salle à manger privée, organisé le traiteur, envoyé des invitations sur du papier cartonné couleur crème avec les noms de mes parents gaufrés en or. Elle ne m'avait pas consulté pour le menu. Elle ne m'avait pas consulté pour la liste des invités. Elle ne m'avait rien demandé du tout. Je suis arrivé en retard. Mon taxi avait été coincé dans les embouteillages, et marcher depuis le parking avec ma canne a pris plus de temps que prévu. Au moment où j'ai atteint l'entrée de la salle privée, Valérie se tenait déjà en bout de la longue table, un verre de vin à la main, faisant un discours. 40 personnes étaient assises devant elle, des tantes et des oncles que je reconnaissais à peine, des amis de mes parents dont j'avais oublié les noms. Les associés de Damien, le club de lecture de Valérie, une mère de visage, certains en deuil, la plupart juste là pour être vus. Point ont travaillé toute leur vie pour cette famille, disait Valérie. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens l'admirent. Et je promets d'honorer cet héritage. Cette maison, cette communauté, tout ce qu'ils ont construit, je le protégerai. Elle a dit cette famille comme une revendication, comme un titre de propriété. Je me tenais dans l'encadrement de la porte et pas une seule personne dans cette pièce ne m'a reconnu. Maman et papa seraient si fiers de ce que nous avons accompli, a continué Valérie. Le nom Thomas perdurera. Je m'en assurerai. J'ai serré ma canne jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Elle ne m'avait pas mentionné une seule fois. Pas une seule fois. C'était comme si j'avais déjà été effacé de la famille qu'elle était si déterminée à protéger. Quelqu'un dans la foule m'a remarqué debout là. Un murmure a parcouru la salle, les têtes se sont tournées. Le discours de Valérie a vacillé un instant avant qu'elle ne se reprenne avec un sourire étudié. Sophie, tu as pu venir. La façon dont elle l'a dit, comme si ma présence était une légère surprise, une pensée après coup, m'a fait frissonner. Je me suis dirigé vers un siège vide vers le fond, ma canne tapant contre le sol poli dans le silence. Valérie. C'était tante Dorothée, la sœur aînée de mon père, parlant depuis le milieu de la table. Et Sophie? Où va-t-elle vivre maintenant? La question est restée en suspens. 40 paires d'yeux ont basculé entre nous. Le sourire de Valérie n'a pas vacillé. Sophie a ses propres projets. Elle est en phase de transition. Transition vers où, a insisté Dorothée. Valérie a haussé les épaules délicatement. Partout où elle pourra se débrouiller, elle a toujours été pleine de ressources. Quelques personnes ont ri. De petits rires, des rires nerveux, le genre que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Mais ils ont ri. Je suis resté là avec ma canne, sentant le poids de chaque regard. Certaines personnes me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. La plupart regardaient ailleurs, mal à l'aise, impatients de retourner à leur vin et à leur conversation futile. Valérie a glissé devant moi en allant saluer quelqu'un à une autre table. En passant, elle s'est penchée tout près. Je t'avais dit de rester à la maison, a-t-elle chuchoté. Tu te ridiculises. Je n'ai pas répondu. Je me suis souvenu de ce que Henri Weber avait dit quand j'avais visité son bureau ce matin-là. Laissez-la parler. Plus elle en dit maintenant, plus le silence sera bruyant plus tard. Alors, j'ai trouvé mon siège. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. Valérie n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Maggie est arrivée 20 minutes plus tard, vêtue de noir et portant un regard qui aurait pu faire cailler le lait. Elle a scanné la salle jusqu'à ce qu'elle me trouve seule à ma table d'angle, poussant la nourriture dans mon assiette sans manger. Puis son regard s'est déplacé vers Valérie, qui tenait la cour près du bar, riant de quelque chose que Damien avait dit. La mâchoire de Maggie s'est serrée. Elle a marché droit vers moi. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé en s'asseyant. « Ce que Dorothée vient de me dire ? Valérie a vraiment dit que tu étais en transition ?
J'ai hoché la tête. Maggie s'est relevée. Avant que je puisse l'arrêter, elle a élevé la voix assez fort pour couper à travers chaque conversation dans la pièce. Éléonore et Robert auraient honte s'ils pouvaient voir ça. La salle est devenue silencieuse. Valérie s'est tournée, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. Excusez-moi. La voix de Valérie était de glace. Tu m'as entendu. Maggie n'a pas bronché. Cette fille, elle m'a pointé du doigt, a pris soin de tes parents chaque jour pendant que tu étais trop occupé pour visiter. Elle les a lavés. Elle les a nourris. Elle a tenu la main de ta mère quand elle avait peur. La voix de Maggie s'est brisée, mais elle a continué. Qu'est-ce que tu as fait, Valérie? Envoyer des fleurs? Quelqu'un a retenu son souffle. Damien s'est avancé, cherchant le bras de Valérie, mais elle l'a repoussé. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. J'étais la meilleure amie d'Éléonore pendant 40 ans. Maggie s'est déplacée pour se tenir à côté de moi, sa main sur mon épaule. Et je sais exactement quel genre de fille tu as été. Le silence était absolu. Quelqu'un a toussé. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Le visage de Valérie était passé au rouge, puis au blanc. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son calme, quelque chose d'incertain. Maggie s'est penchée et a chuchoté à mon oreille. J'ai parlé à Henri ce matin. Il m'a dit ce qui arrive. Attends juste, ma chérie. Attends juste. 3 jours plus tard, je suis entré dans le bureau d'Henri Weber à la Cité mondiale de Bordeaux. La réceptionniste m'a dirigé vers une salle de conférence au bout du couloir, tout en bois sombre et chaises en cuir, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, le genre de pièce où des choses importantes se passaient. Valérie était déjà là. Elle était assise en bout de table comme si elle en était la propriétaire, son sac Hermès positionné juste comme il faut, sa posture parfaite. Damien était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone avec l'énergie désespérée d'un homme qui voulait être n'importe où ailleurs. J'ai pris un siège en face d'eux. Ma canne appuyée contre la chaise. Valérie ne m'a pas regardé. Henri Weber est entré avec une mallette en cuir et une sténographe le suivant. Il était plus âgé que dans mon souvenir, aux cheveux argentés, distingué, avec le genre de calme qui vient de décennies passées à annoncer des nouvelles qui changent la vie à des gens qui n'étaient pas prêts à les entendre. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil. Avant de commencer la lecture officielle, je dois vérifier quelques points. Il a ouvert un dossier manie et a regardé Valérie. Madame Imbert, avez-vous déjà vu le testament complet que vos parents ont déposé auprès de mon cabinet? Valérie s'est redressée. J'ai vu le testament. Oui, il était dans la table de nuit de ma mère. Le document dans la table de nuit. Henri a hoché la tête lentement. Pouvez-vous le décrire? 4 pages. Langage juridique standard. Tout est laissé à moi en tant que fille aînée. Henri a retiré ses lunettes et les a nettoyées avec un chiffon. Le geste était lent, presque théâtral. Madame Imbert, a-t-il dit calmement. Avez-vous déjà vu le testament complet ou juste le résumé que votre mère gardait comme copie de référence? La main de Valérie s'est serrée sur son sac. Pour la première fois, son sourire a disparu. De quoi parlez-vous? La voix de Valérie avait un côté tranchant maintenant. Un résumé. C'était le testament. Henri a ouvert sa mallette et a retiré un document épais relié dans une chemise juridique bleue. Il l'a placé sur la table entre nous. Ceci est le dernier testament de vos parents. 32 pages. Exécuté il y a 6 mois dans ce bureau, attesté par 2 de mes associés, notarié et déposé auprès du tribunal des successions. Valérie s'est penchée en avant. C'est impossible. J'ai vu le testament. Il était daté d'il y a 5 ans. Il a dit, ce que vous avez vu, Madame Imbert, était un brouillon préliminaire. Vos parents le gardaient dans leur table de nuit comme référence, mais ils ont mis à jour leur plan successoral de manière significative avant leur décès. Henri a tapoté le document. Ceci est la version légale. La seule version qui compte. Le téléphone de Damien a claqué sur la table. Il ne l'a pas ramassé. C'est de la fraude. Valérie s'est levée, sa chaise raclant contre le bois dur. Vous l'aidez à commettre une fraude. Elle a probablement falsifié. Madame Imbert. La voix d'Henri n'a pas monté, mais elle s'est durcie. Je suis l'avocat de votre famille depuis 22 ans.
J'ai rédigé le premier testament de vos parents quand vous aviez 15 ans. Je ne commets pas de fraude et je n'apprécie pas l'insinuation. Valérie a ouvert la bouche, l'a fermée. Ses mains tremblaient. Asseyez-vous, a dit Henri. Ce n'était pas une demande, elle s'est assise. J'ai regardé le visage de ma sœur passer par plusieurs émotions, incrédulité, colère, peur. Quand elle m'a finalement regardé, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Il ne ferait pas ça, a-t-elle chuchoté. Il ne le ferait pas. Henri a commencé à tourner les pages. Peut-être devrions-nous laisser vos parents parler pour eux-mêmes. La pièce semblait plus petite, l'air semblait plus rare, et j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. Henri a lu lentement, délibérément, donnant du poids à chaque mot. À notre fille, Valérie Louise Thomas Humbert. Nous laissons notre portefeuille d'investissement évalué à environ 13 millions d'euros pour être détenu dans une fiducie gérée. Valérie pourra retirer un maximum de 45 000 euros par an, le reste devant être distribué à ses enfants à leur 30e anniversaire. Valérie a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Une fiducie ? Damien s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire une fiducie ? Nous avons besoin de cet argent maintenant. Henri a continué comme si Damien n'avait pas parlé. Le document inclut une lettre de vos parents expliquant leur raisonnement. Dois-je la lire ? Oui, ai-je dit avant que Valérie puisse s'y opposer. Henri a ajusté ses lunettes. Nous aimons Valérie de tout notre cœur, mais nous l'avons regardée lutter avec les décisions financières tout au long de sa vie d'adulte. Nous avons vu l'argent disparaître dans des entreprises qui ne se sont jamais concrétisées. Nous ne souhaitons pas que le travail de notre vie soit perdu dans l'année suivant notre décès. La fiducie n'est pas une punition. C'est une protection. Le visage de Valérie était passé du blanc au gris. Damien fixait la table comme s'il voulait qu'elle l'avale. Maintenant, Henri a tourné plusieurs pages concernant la maison familiale et la propriété environnante évaluée à environ 3,7 millions d'euros. J'ai arrêté de respirer. Nous laissons notre maison à notre fille Sophie Anne Thomas. À la condition qu'elle ne puisse pas être vendue pendant une période de 10 ans. Sophie a été notre réconfort et notre compagne durant nos dernières années. Elle a entretenu notre jardin, tenu nos mains et nous a donné la paix. La maison lui appartient. Elle l'a mérité. Ma vision s'est brouillée. Quelque part au loin, Valérie disait quelque chose, objectait, exigeait. Mais je ne pouvais pas l'entendre. Tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les voix de mes parents me tendant la main depuis l'au-delà. Il y a encore une chose, a dit Henri. Il a fouillé dans sa mallette et a retiré une clé USB. Vos parents ont enregistré un message vidéo à diffuser lors de cette lecture. Ils ont été assez insistants à ce sujet. La tête de Valérie s'est relevée brusquement. Quelle vidéo ? Je n'ai jamais su qu'il y avait une vidéo. C'était le but, Madame Humbert. Henri a connecté le lecteur à un ordinateur portable, et un instant plus tard, le visage de ma mère est apparu sur l'écran monté au mur. Elle était assise dans notre salon dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Mon père se tenait derrière elle, sa main sur son épaule. Ils avaient tous les deux l'air fatigués. Ils avaient tous les deux l'air déterminés. Les filles, a commencé ma mère. Si vous regardez ça, cela signifie que nous sommes partis, et cela signifie que les choses se sont déroulées comme nous le craignions. Mon père a parlé ensuite. Valérie, tu es notre aînée. Nous t'avons aimé depuis le moment où tu es arrivée, mais l'amour ne signifie pas l'aveuglement. Nous avons regardé comment tu traites ta sœur. Nous avons vu la façon dont tu la rejettes, la diminues, la mets de côté. Les yeux de ma mère ont brillé. Sophie, tu n'es pas inutile. Tu ne l'as jamais été. Tu es notre force tranquille. Alors que Valérie poursuivait des choses qui brillaient, tu es restée. Tu t'es souciée. Tu as été présente. Nous avons changé notre testament après Noël, a dit mon père, après avoir vu Valérie t'exclure de la photo de famille, après l'avoir entendu dire à ta mère que tu nous tirais vers le bas, sa voix s'est brisée. Nous n'allions pas laisser notre mort devenir un autre moyen pour toi d'être effacé. Ma mère a tendu la main vers la caméra. Nous espérons que vous pourrez vous réconcilier. Vraiment. Mais si vous ne le pouvez pas, si Valérie continue sur cette voie, au moins Sophie ne sera jamais jetée hors de sa propre maison. L'écran est devenu noir. Je ne pouvais rien voir à travers mes larmes. Mais j'ai entendu la chaise de Valérie racler alors qu'elle se levait et sortait sans un mot.
Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui a enfin vu votre valeur, même si c'était trop tard, vous savez exactement ce que Sophie a ressenti à ce moment-là. Écrivez enfin dans les commentaires si cette scène vous a touché. Et pour ceux qui se demandent ce que Valérie a fait ensuite, croyez-moi, l'histoire n'est pas finie. La vraie confrontation était sur le point de commencer. Mais d'abord, dites-moi. Pensez-vous que Valérie méritait ce qu'elle a eu ou était-ce trop dur? Commentez ci-dessous. Maintenant, retour à l'histoire. Valérie n'est pas allée loin. Je l'ai trouvée dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, appuyée contre le mur avec les bras enroulés autour d'elle-même. Damien se tenait à quelques mètres, le téléphone pressé contre son oreille, parlant en chuchotements urgents à quelqu'un. Une banque, peut-être un créancier, les gens qui encerclaient leur vie comme des requins. Quand Valérie m'a vu, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas juste. Sa voix était à vif. Tu ne comprends pas. J'ai une famille à soutenir. J'ai des responsabilités. Tu as une sœur à qui tu as dit de trouver un autre endroit pour mourir. Elle a tressailli. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. J'ai gardé ma voix stable. Tu pensais chaque mot. Tu penses chaque mot depuis des années. Tu ne sais pas ce que c'est. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Les investissements de Damien se sont effondrés. Nous devons 370 000 €. La banque va prendre notre maison. Mes enfants vont perdre leur maison. Et toi? Elle m'a pointé du doigt d'un geste tremblant. Tu n'as personne. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de l'argent. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air entre nous. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai aucune des choses qui, selon toi, rendent une personne précieuse. J'ai fait un pas de plus. Mais je n'ai pas non plus passé des années à traiter ma propre sœur comme une ordure. Je ne me suis pas tenu dans la maison de nos parents 3 jours après leurs funérailles pour te dire de trouver un autre endroit pour mourir. Les épaules de Valérie ont tremblé. Pendant un moment, elle a ressemblé à la petite fille dont je me souvenais de l'enfance, perdue, effrayée. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les années où elle m'avait fait me sentir sans valeur. Et je me suis souvenu que la compassion a des limites. J'aurais pu la détruire à ce moment-là. J'aurais pu énumérer chaque commentaire cruel, chaque geste dédaigneux, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir que je ne méritais pas d'exister. J'aurais pu lui dire exactement ce que je pensais de sa vie parfaite et de son image parfaite et de ses mensonges parfaits. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas la personne que mes parents ont élevée. Alors à la place, je me suis appuyé sur ma canne et j'ai parlé calmement. Tu m'as dit de trouver un autre endroit pour mourir. J'ai trouvé un endroit. J'ai fait une pause. Ça s'appelle la maison. Le souffle de Valérie s'est coupé. Je ne vais pas jubiler, Valérie. Ce n'est pas mon genre. Mais je vais poser une limite. J'ai croisé son regard. Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Jamais. Pas en privé, pas en public, pas devant tes enfants. J'ai fini d'être ton souffre-douleur. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai une proposition, ai-je continué. La fiducie te donne 45 000 € par an. Ce n'est pas rien, mais je sais que ça ne résoudra pas tes problèmes immédiats. J'ai pris une inspiration. Je suis prête à te prêter ce dont tu as besoin pour rembourser la banque. Pas d'intérêt, des conditions raisonnables, assez pour sauver ta maison et garder les enfants à l'école. La bouche de Valérie s'est ouverte, fermée. Mais il y a une condition. J'ai levé la main. Tu t'excuses publiquement lors d'un dîner de famille devant tous ceux qui étaient à cette réception commémorative. Tu leur dis ce que tu m'as dit, et tu leur dis que tu avais tort. Le couloir était silencieux. Damien avait arrêté son appel téléphonique. Il me fixait comme si j'avais une deuxième tête qui poussait. Valérie a essuyé ses yeux. Et si je ne le fais pas? Alors tu te débrouilles seul. C'est ton choix. Valérie n'a pas répondu. Elle a regardé Damien, qui a regardé le sol. Puis elle a rassemblé ce qu'il restait de son calme, a ramassé son sac et a marché vers l'ascenseur. Damien a suivi sans un regard en arrière. Les portes se sont fermées derrière eux et j'étais seul dans le couloir. Henri Weber est apparu à côté de moi un instant plus tard, une main douce sur mon coude. Mademoiselle Thomas, nous avons encore de la paperasse à terminer.
J'ai hoché la tête et les suivis dans la salle de conférence. La sténographe était partie. La vidéo était éteinte, juste Henri et moi, et le poids de tout ce qui s'était passé. Il a fait glisser des documents sur la table, des actes, des transferts de comptes, des pages de signature. J'ai signé là où il l'indiquait, ma main tremblant légèrement. Vos parents étaient fiers de vous, a dit Henri alors que je signais la dernière page. Ils me l'ont dit tant de fois. Votre mère surtout. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Elle a dit, tu étais la seule chose qui rendait ces derniers mois supportables. Je ne pouvais pas parler. Elle a aussi dit autre chose. Henri a sorti une enveloppe scellée de sa mallette. Elle m'a demandé de vous donner ceci après la lecture. Une lettre juste pour vous. J'ai pris l'enveloppe. L'écriture de ma mère sur le devant, pour Sophie. Quand tu seras prête. Encore une chose. Henri s'est levé et m'a serré la main. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il a changé le testament le lendemain de Noël. Il a dit. La voix d'Henri s'est brisée. Il a dit qu'il avait enfin compris quelle fille les voyait comme des personnes et laquelle les voyait comme un compte en banque. Je suis sorti de ce bureau avec l'acte de ma maison d'enfance, 13 millions d'euros dans une fiducie à mon nom, et une lettre de ma mère pressée contre mon cœur. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à du chagrin. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans la chambre de mes parents. C'était étrange au début, dormir là où ils avaient dormi, se réveiller avec la même vue sur le jardin que ma mère avait vu chaque matin pendant 30 ans. Mais cela semblait aussi juste, comme s'ils avaient gardé une place pour moi. J'ai continué ma physiothérapie 3 fois par semaine. La plupart des jours, je n'avais plus du tout besoin de la canne. Je marchais seul, cuisinais mes propres repas, commençais à imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir. Le quartier avait changé de petite manière. Les gens qui avaient assisté à la réception commémorative, ceux qui avaient ri quand Valérie m'avait qualifié de pleine de ressources, traversaient maintenant la rue quand ils me voyaient. Le bruit avait couru sur la lecture du testament, sur la vidéo, sur ce que Valérie avait dit et ce qu'elle avait perdu. Ils étaient embarrassés. Tant mieux. Valérie et Damien ont vendu leur maison au Bouscat pour 600 000 euros. Après avoir remboursé leurs dettes, il leur restait à peine assez pour un dépôt de garantie sur un appartement de 2 chambres dans une ville à 40 minutes de là. Damien a été renvoyé de son entreprise quand ses investissements ratés ont été révélés. Quelque chose à propos de pertes non déclarées et de clients en colère. Il travaillait maintenant dans une banque régionale, pour une fraction de son ancien salaire. Leurs enfants avaient été transférés de l'école privée à l'école publique. Valérie a dit aux gens que c'était parce que l'école publique avait un meilleur programme artistique. Personne ne l'a cru. Elle m'a appelé une fois 3 semaines après la lecture. Est-ce que ton offre tient toujours? Sa voix était plate, épuisée. Oui. Je ne suis pas encore prête à m'excuser. Je suis restée silencieuse un moment. Alors je ne suis pas prête à faire un chèque. La ligne a coupé. Mais elle avait appelé. C'était quelque chose. Ce n'était pas le pardon. Mais c'était peut-être le début de la responsabilité. 2 mois après la lecture, j'ai enfin ouvert le journal de ma mère. Je le portais avec moi depuis que Rose me l'avait donné, le gardant sur ma table de nuit, le tenant parfois pendant que je m'endormais. Mais je n'avais pas été capable de le lire. La pensée d'entendre à nouveau la voix de ma mère, même à travers son écriture, ressemblait à l'ouverture d'une plaie que je n'étais pas sûr de pouvoir refermer. Mais cette nuit-là, assise dans son jardin sous les étoiles, j'étais prête. Les entrées étaient banales au début. Liste de courses, rendez-vous chez le médecin, notes sur la météo et quelles plantes fleurissaient. Ma mère avait toujours été une femme pratique, même dans ses pensées privées. Puis j'ai atteint les 10 dernières pages sur Valérie. J'aime ma fille aînée, mais je m'inquiète pour elle. Elle poursuit quelque chose qu'elle ne pourra jamais attraper, l'approbation, le succès, l'apparence de la perfection. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour. J'espère qu'elle réalisera que ce qu'elle a est suffisant. À propos de moi, Sophie ne sait pas à quel point elle nous a sauvés après l'accident quand elle est revenue à la maison. Je pensais que je prenais soin d'elle, mais elle prenait soin de nous. Juste en étant là, en préparant le petit déjeuner, en me faisant la lecture, en s'asseyant avec Robert dans le jardin, elle nous a sauvés d'une solitude dans laquelle je ne savais pas que nous nous noyions. La dernière entrée était datée de 3 semaines avant l'accident. Sophie est mon miroir. Patiente, calme, forte d'une manière que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard.
J'aurais dû lui dire plus souvent. J'aurais dû dire les mots à voix haute au lieu de juste les écrire ici. Si tu lis ceci, Sophie, sache ceci, tu n'as jamais été inutile. Tu étais tout. J'ai fermé le journal et j'ai regardé le ciel. Les larmes sont venues, mais elles étaient différentes cette fois. Ce n'était pas du chagrin. C'était une libération. 6 mois après la mort de mes parents, j'ai repris le travail, à temps partiel au début, en tant que consultante pour un cabinet de design paysager à Bordeaux. De petits projets, rien de trop exigeant, mais cela faisait du bien d'utiliser mes compétences à nouveau, de voir quelque chose de beau grandir à partir de rien. Mon premier vrai projet a été le jardin derrière la maison de mes parents. Ma mère avait planté des roses, des hortensias, un petit potager qui était devenu sauvage dans les mois depuis qu'elle n'avait plus pu s'en occuper. J'ai tout redessiné, gardé ces roses, ajouté de nouveaux sentiers, construit un petit banc où je pouvais m'asseoir et me souvenir. C'était la première chose que je créais depuis mon accident. Cela ne gagnerait aucun prix, mais c'était à moi. C'était chez moi. Valérie a envoyé une lettre 4 mois après la lecture du testament. Pas un coup de fil, pas une visite, une lettre. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit, à tout ça. Je ne suis pas prête à m'excuser devant tout le monde. Je ne sais pas si je serai prête un jour, mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue cette personne. Et je suis désolé, même si je ne peux pas encore le dire à voix haute. Je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau à côté du journal de notre mère et de la carte de visite de notre père. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais demandées. Ce n'était pas public. Ce n'était pas une prise de responsabilité, mais c'était quelque chose. Nous n'avons pas été proches après ça. Nous ne le serions probablement jamais. Mais nous pouvions être dans la même pièce sans prétendre que l'autre n'existait pas. Nous pouvions échanger des cartes d'anniversaire. Nous pouvions peut-être construire quelque chose de nouveau. Je m'appelle Sophie Thomas. On m'a dit que j'étais inutile. On m'a dit de trouver un autre endroit pour mourir. J'ai trouvé une maison à la place. Si l'histoire de Sophie vous a rappelé que votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de vous, je veux vous entendre. Écrivez les limites comptent dans les commentaires si cela a résonné en vous. Et si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, partagez votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, regardez la vidéo dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé.